Et finalement, j'étais devenu le vidéoclub du hip-hop du quartier, mais avec 10 cassettes. Tu te sens un peu important, tu sais, avec rien. Tu te dis, waouh, j'ai 10 cassettes, mais waouh, elles ont tellement de valeur. Et ça part de là, en fait. Je grandis dans le 19e arrondissement. Plus précisément entre Riquet et Stalingrad. C'est un arrondissement qui est assez, comment dire, riche en termes de... à tous les niveaux à vrai dire. Artistiquement, culturellement, c'est très riche et c'est un des arrondissements, avec le nord-est de Paris en général, où le hip-hop se développe et j'ai la chance d'avoir des voisins qui sont les pionniers du hip-hop français. Il y a Dynasty qui habite dans la tour d'à côté, Johnny Go qui est un des premiers rappeurs qui habite rue de Tanger, il y a les BBC un petit peu plus haut à Colonel Fabien, il y a Dan de Ticaret qui ouvre la première boutique de mode, de style vestimentaire hip-hop juste derrière à Stalingrad, il y a le terrain vague de la Chapelle où tous les graffeurs viennent de partout pour essayer de poser son blaze. Et en fait, voilà, je grandis là-dedans. Je ne m'aperçois pas réellement que c'est une culture. Voilà, je suis baigné dedans. J'évolue dans ce contexte. Et mon voisin de palier, DJ Abdel, et son frère Hichem, qui m'apprend la danse. Je danse, mais j'ai envie de faire tout de suite des grandes phases. J'ai envie de faire des trucs acrobatiques, j'ai envie de faire des flips arrière, j'ai envie de faire quelque chose de physique. Avant même de comprendre l'aspect. L'importance de se poser sur la musique, de l'expression du corps, de ce qu'on va véhiculer, ce qu'on va raconter, des connexions. J'avais besoin de me dépenser. Et je commence comme ça. En fait, la première fois où on nous ouvre une salle dans le 19e arrondissement, c'était à rue de Tanger. On est fin des années 80, début 90. Voilà, je découvre le mouvement hip-hop, aussi par mon frère aussi qui était DJ, un peu tagger, donc il y a la musique qui est là chez moi. Alors c'était pas la même qui passait à l'école, hein. On passait du Benebi à l'école, mais chez moi c'était plutôt du Run DMC, du Public Enemy, c'était des trucs un peu plus engagés. À ce moment-là, moi je suis un enfant un peu turbulent, j'ai du mal à me concentrer à l'école, mais je connais l'importance et j'ai la chance que mes parents m'accompagnent toujours dans mes choix. Et ils m'ont dit, ouais, si tu veux faire de la danse, fais de la danse, exprime-toi, c'est génial. Et en fait, c'est une véritable chance et je les remercie. Il y a un pari malgré tout, c'est que j'abandonne pas les études. Je passe par un BEP géomètre, topographe, rien à voir. Ensuite, je fais un bac pro études des prix, organisation, gestion de travaux, donc chef de chantier en gros. Et puis, très intéressé malgré tout par l'image, la vidéo, très jeune, en plus de ma pratique de la danse. Je me rends compte que finalement personne nous filme, personne nous photographie et je me rends compte de l'importance de ça, de la mémoire, de l'archive. Alors je filme les entraînements à Saint-Denis, je filme nos entraînements à Riquet. Le fait d'avoir cette boulimie d'archivage, de devoir conserver les choses et tout ça, mais je pense que ça vient du fait qu'au départ on avait tellement peu de modèles, ça passait tellement peu à la télé, que la seule fois où ça passait à la télé, tiens, il y a le film Beat Street qui passe, on l'enregistre et on va fumer cette partie, on va la repasser. Et en fait, il n'y avait rien d'autre. Et puis, comme personne n'arrive à l'enregistrer parce que ça passe tard le soir à la télé ou la nuit, quand tu l'as, tout le monde te demande la cassette. Et là, tu te dis, putain, c'est moi qui ai la cassette. Et en fait, ça démarre comme ça. Au départ, j'avais une dizaine de cassettes VHS, j'avais le film Beat Street, j'avais le Break Street 84, j'avais un peu les films références des États-Unis. Et finalement, j'étais devenu le vidéoclub du hip-hop du quartier, mais avec 10 cassettes. Et parce qu'il y avait tellement rien. T'as les clips, un tel, waouh, est-ce que tu l'as, tiens, tu l'as enregistré, l'émission Rapline, putain, tu l'as, putain, moi j'avais pas de magnétoscope, un truc. Et en fait, tu te sens un peu important, tu sais, avec rien. Tu te dis, waouh, j'ai 10 cassettes, mais waouh, elles ont tellement de valeur. Et ça part de là, en fait. Quand je monte mon association, Airstyle, qui a pour but la promotion des cultures urbaines à travers l'événementiel, la diffusion d'artistes, la transmission de savoir, je me rends compte de l'importance de créer, au fur et à mesure du temps, un centre de ressources, une médiathèque des cultures urbaines.
Et donc avec mes images et puis des collections des autres, et puis j'invite un tel et puis un tel. Et il y a Jeunesse et Sport 92 qui me contacte. On cherche des archives sur le hip-hop, sur la danse hip-hop, mais on ne sait pas réellement, on n'en trouve pas. Et j'arrive avec mes archives et je leur dis ouais mais j'aimerais bien pouvoir les monter moi-même. Vous n'allez pas savoir quel est le bon passage de danse et quel est le bon truc. On ne peut en vouloir à personne si vous ne savez pas exactement ce qu'est le breakdance. Ah bah ok, pas de souci, bah on va te payer une formation de montage. Génial. Je peux maîtriser mes images et tout, je découvre le montage vidéo. À l'époque, je montais sur une table qui s'appelait Casablanca Avio. Et tu montes sur ta télé en fait. Et j'adorais le truc. Et donc j'ai commencé à faire les montages de Nasty, de Nabil, de Walid, de Gabin, enfin tous les danseurs, de Sonia, de Hajar, de Régis Truchy, et enfin tous ces acteurs-là. Et l'expo tourne partout en France. Parallèlement, je suis encore à l'école et j'obtiens mon bac pro. Et je voulais tellement faire de la vidéo. Alors je vais voir Jussieu, tu sais, option art du spectacle, option cinéma et tout ça. Je dis ah non mais vous n'avez pas du tout le profil et tout, c'est pas pour vous, vous pouvez pas rentrer chez nous. Du coup je tape à la porte de Paris-La Villette Architecture, où c'était la seule école où ils avaient une option cinéma en architecture et cohérent avec mon parcours scolaire. Donc architecture, ils m'acceptent. Mais la danse qui commence à prendre de plus en plus de place parce que je suis avec la compagnie Quintessence, on commence à tourner, on fait les avant-premières de Ennemi d'État avec Will Smith, on fait le festival de Château-Vallon à Toulon, ça tourne, on commence à avoir des dates. Et je lui dis bon bah l'école je sais pas, mes parents ils m'ont toujours dit fais ce que tu veux, vas-y, sois épanoui. Je dis bon bah je crois que j'aimerais bien être épanoui là. Ah, bah, j'y suis allé et puis juste après l'école, aussitôt, je travaille quoi, aussitôt. Et je crée mon emploi en plus de ça, je crée mon association. Je commence à faire de la formation, je donnais des cours de danse, on montait des spectacles, on organisait des petites soirées, on a fait des grandes fêtes de quartier à Riquet où on a invité plein de monde, Jamel Debbouze qui venait animer, DJ Abdel, Dynasty qui venait mixer. Ça fait plaisir d'être là, j'étais venu il y a 2 ans à votre fête de quartier. Du bruit! MC Jean Gabin, Oxmo, on avait les graffeurs de la collection Agnès B qui venaient faire la fresque, la déco, on avait les danseurs des NTM, les actuels, on prenait le gymnase rue Matisse. C'était un gymnase normalement où tu peux remplir, je sais pas, 300-400 personnes, grand max. On mettait 1500 personnes dedans et on faisait des événements à craquer, on ne pouvait plus. Et là, ils se sont dit, ouais, mais il y a un danger. Nous aussi, on savait qu'il y avait un danger parce que c'était blindé. Mais on était un peu victime de notre succès. Et finalement, il fallait qu'on passe un cap. Et voilà, ça a été un peu la transition sur la reconnaissance, on va dire. C'est à ce moment-là qu'on nous a pris plus ou moins au sérieux parce qu'on avait toujours l'étiquette ça reste des mecs du quartier. Ça a d'ailleurs été au début tellement compliqué pour obtenir nos salles, des salles de répétition, tout ça, on était toujours accompagnés d'un médiateur social et tout ça, mais on ne pouvait pas être autonome. Et quand on a demandé l'indépendance, on nous a dit oh, vous voulez être indépendant, créez votre association. Et c'est ce qui nous a poussé à monter notre association. Et une fois qu'on avait l'asso, on arrivait, on dit voilà, c'est bon, on est fiers, on a l'association et tout. Ah oh là là, c'est pas suffisant, il va falloir une assurance responsabilité civile si vous accompagnez des jeunes et tout ça. Ah ok, bon, on va voir la responsabilité civile. Et ensuite, oh mais vous savez, c'est pas suffisant, comme vous faites une pratique de la danse, il va falloir en plus une affiliation à la Fédération française de la danse. Ah bon, ok, on y va et on récupère les affiliations. Et puis on arrive, on est fiers, c'est bon, on a tout. Ah non, parce que vous savez, c'est avec des jeunes, donc il va falloir l'agrément jeunesse et sport. Mais ça, tu l'as au bout de 3 ans. Donc on attendait, on était patient, on a attendu 3 ans et on a été fiers. C'est bon, on est blindés. Mais c'était pas suffisant et il y avait toujours un truc. Et on a compris qu'à ce moment-là, on ne devait pas attendre. Il fallait qu'on fonce, qu'on soit productif et qu'on avance, qu'on crée nos propres événements. Alors avec l'évolution, c'est sûr qu'aujourd'hui ça devient super hype et tout ça. La com, les marques
elle profite de cet engouement qu'il y a et de ce côté super. On n'est plus dans l'underground, on n'est plus dans la voyoucratie. On est dans le truc, c'est cool quoi aujourd'hui. Tout le monde il tire son profit parce qu'on est dans le mouvement, on n'est pas si bête. On sait que quand une marque vient nous voir, je ne veux pas citer certaines marques, mais pendant longtemps, c'était ça, non, on n'en veut pas du hip-hop. Et aujourd'hui, on est les meilleurs copains. Et on a tous à y gagner finalement. Ok, ils y gagnent, mais nous aussi on y gagne parce qu'on le monnaie et on réinvestit dans nos propres projets qui nous permettent une économie et pour développer d'autres projets sur l'exposition Hip Hop 360 à la Philharmonie, dont j'ai eu le plaisir d'être le commissaire d'exposition. C'est ce que je voulais raconter aussi à travers toutes ces paradoxes. Le mouvement hip-hop, c'est la danse, c'est le graphe, c'est les beatmakers, c'est les DJ, c'est les street photographeurs, c'est les réalisateurs, c'est la mode. Et en gros, c'est 360 dans ce sens-là. Et aussi, c'est le fait que c'est l'underground, c'est le mainstream, c'est l'art de la débrouille, c'est des collabs avec le luxe. C'est réaliser son clip au pied de la tour de la Cité, c'est réaliser son clip en haut de la tour Eiffel. C'est le graffiti vandale, c'est le graffiti qui rentre en galerie. Si c'est des acteurs du mouvement qui viennent et développer quelque chose pour pouvoir, on l'espère, réinvestir et resservir à la communauté, là ça marche. J'ai eu la chance donc d'être le commissaire d'exposition pour Hip Hop 360 à la Philharmonie. Quand on me propose d'être le commissaire d'expo, la communauté, elle connaît un peu mon parcours et elle trouve ça juste. Au départ, la Philharmonie, forcément c'est dans le 19e. Donc moi, quand un bâtiment comme ça il arrive, je vais les voir. Je leur dis j'aimerais bien organiser quelque chose chez vous et tout. Et le premier contact, désolé, je vais être franc, il n'était pas terrible. On m'accompagne vers la sortie et on me dit on a un super parvis pour vous. Et ils me disent politiquement le hip-hop ne rentrera jamais à la Philharmonie. J'étais tellement vexé. C'est chez WAM quoi, tu vois. Et on est dans le 19. J'étais là, j'étais écœuré. Je me suis dit on est limité à rester dans notre périmètre et finalement les connexions, comme ils prétendaient le dire, elles se font pas. Je continue. On développe des projets. Les archives que j'ai constituées, ça commence à avoir de la rareté et de la valeur et finalement on commence à nous proposer des expos. On en fait une à Lille, au Flow. On nous propose une collab avec l'Institut du monde arabe sur leur exposition dont le commissaire d'expo était Akhenaton. Et là on se dit waouh, mais en fait on est en train vraiment de développer quelque chose. Et du coup c'est comme ça qu'on a commencé à devenir un petit peu plus pointu et à faire des expos de plus en plus de qualité et avec de la scénographie, de la mise en scène et tout ça. Et là, il se passe quelque chose et la Philharmonie me contacte. Donc c'est Marie-Pauline Martin de la Cité de la Musique, la directrice, qui me contacte sur Facebook. Elle m'envoie un message. Il semblerait que vous soyez le bon profil pour être le commissaire d'une exposition qu'on aimerait faire sur le mouvement hip-hop. Waouh, j'y retourne à la Philharmonie. Je leur explique pas la mésaventure qui m'est arrivée quelques temps avant. Et c'est comme ça que démarre le projet de Hip Hop 360. Et quand ils m'ont dit quels seraient vos partis pris, je leur ai dit que je voulais absolument montrer que ce mouvement, il est pluridisciplinaire. Et même si on est à la Philharmonie, que le fil rouge, ça restera la musique, je voulais y amener toute la culture qui allait avec. Et bingo, hein, ça a marché. Les critiques ont été plutôt bonnes. La fréquentation, on a pété les scores de fréquentation. C'était intergénérationnel. Tu vois des parents qui viennent avec leurs enfants, qui leur expliquent « Ah, mais tu sais, à l'époque, c'était comme ça ». Et puis,
le petit qui se laisse pas démonter. Ouais, mais tu sais, mais aujourd'hui c'est comme ça. Et du coup, finalement, c'est les parents qui apprennent de leur enfant, parce que c'est une culture qui traverse les générations, qui est très actuelle, qui sans cesse se renouvelle, qui se réinvente. Et ça, c'est la richesse de notre culture et c'est ce qui fait sa force. C'est vrai que je porte le truc de se dire oh, ok, je suis le commissaire de l'expo, mais c'est vraiment un travail commun, quoi. Par exemple, dans le 360, la réunion des DJ, bah, je l'ai confiée à Dynasty et Cut Killer et on a réfléchi ensemble à qui on allait inviter et du coup on a reçu 19 DJ qui mixent l'ancienne génération, middle school et new school. Et puis il y a eu des fabrications in situ avec des graphes de Mod 2, une grande fresque de Mod 2, de Leg, de K1, dédicace. Donc il y a eu pas mal d'acteurs qui sont venus participer à la fabrication de cette exposition. Et voilà, du coup, il y a des projets qui se montent, avec le Théâtre du Châtelet, sur les Olympiades culturelles, sur la fabrication de spectacles hybrides entre le sport et l'art urbain et le hip-hop finalement. Alors la suite logique serait qu'on développe maintenant davantage de projets et que finalement la communauté soit en lien avec ces institutions. On voit que le plafond de verre a un peu évolué, il est poussé vers le haut et puis finalement on se dit ah bon, avant on faisait des spectacles pour ces institutions, maintenant les acteurs rentrent dans les institutions et programment et finalement progressivement on prend des places qui nous permettent de créer des programmes en télévision. De lancer des marques ou d'avoir de la direction artistique sur des marques. C'est vrai qu'à une époque, on pouvait se sentir complètement utilisé, soit politiquement, soit de la part des privés ou des publics. Mais on ne sentait pas réellement qu'on avait une maîtrise de ce qu'on faisait, à part si on restait dans la rue. Et effectivement, là, ce réseau underground engagé, anti-système, il a fait ses preuves. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un discours voilà, on sent que la connexion est possible et que finalement, en bonne intelligence, on peut avancer et tous y trouver son compte. Et voilà, donc effectivement, des projets comme Paris 2024 ou des établissements culturels ou artistiques ou sportifs qui commencent à nous laisser la place sur de la direction artistique ou sur de la coproduction ou de la co-réalisation, bah, je pense que c'est une belle évolution pour notre mouvement.